Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les techniques d'apprentissage automatique, notamment PCA ou analyse en composantes principales, GMM au mélange de Gaussian et KNN au K-Nearest Neighbors, pour prioriser l'aide aux pays nécessiteux en utilisant les données socio-économiques et de santé. Alors préparez-vous à découvrir comment ces algorithmes peuvent orienter stratégiquement l'affectation des ressources pour un impact maximal. Nous allons aborder chaque étape avec précision pour garantir des résultats significatifs et une compréhension approfondie. Tout d'abord, nous passerons en revue la présentation du problème, décrivons le contexte et les objectifs de notre analyse. Ensuite, nous explorerons la stratégie du travail que nous adopterons pour atteindre nos objectifs. Après avoir examiné le pré-traitement des données et l'application de PCA, nous nous plongerons dans les détails de l'utilisation des techniques GMM et KNN pour la modélisation. Enfin, nous évaluerons nos modèles et discuterons de la mise en œuvre de modèles Flask pour rendre nos résultats accessibles. L'organisation Health International dispose d'un fonds de 10 millions de dollars et doit décider de la manière la plus stratégique et efficace de l'utiliser. L'objectif est de catégoriser les pays en utilisant les facteurs socio-économiques et de santé pour déterminer lesquels ont le plus besoin d'aide. Quel pays devrait recevoir des fonds et pourquoi? Cette question guide notre analyse alors que nous explorons les données socio-économiques et de santé pour identifier les régions les plus nécessiteuses. Suivons alors que nous examinons les facteurs clés qui déterminent les besoins des pays et proposons des recommandations pour une allocation stratégique des ressources. Nous allons élaborer une stratégie méthodique en 4 étapes pour aborder notre analyse de manière efficace. Visualisation et pré-traitement des données. Cette étape consiste à comprendre et manipuler les données pour identifier les tendances et les anomalies. Réduction de dimensions. Nous simplifions les données en réduisant leur dimensionnalité, ce qui facilite leur interprétation et leur analyse. Clustering. Les données similaires sont regroupées ensemble à l'aide de techniques de clustering pour identifier les schémas et les sous-groupes significatifs. Classification. Enfin, les étiquettes sont attribuées aux données pour les catégoriser et prendre des décisions éclairées. Nous entamons notre analyse en mettant en œuvre un processus de pré-traitement des données en 4 étapes clés. Description des caractéristiques. Cette étape consiste à analyser et expliquer les attributs des données pour une meilleure compréhension. Distribution des données. Nous répartissons les données de manière appropriée pour faciliter leur compréhension et leur interprétation. Traitement des données. Les données sont manipulées et préparées pour les rendre aptes à l'analyse, en éliminant les valeurs manquantes et en corrigeant les erreurs. Feature Engineering. Enfin, nous créons et sélectionnons de nouvelles caractéristiques pour améliorer la performance de nos modèles. Nous commençons par examiner de près les caractéristiques de nos données, ce qui nous donne un aperçu détaillé des variables clés. Le nom du pays. Identifier chaque pays dans notre ensemble de données. Décès d'enfants de moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes. Un indicateur crucial de la santé infantile et du bien-être. Exports. Le pourcentage des exportations de biens et services par rapport au PIB. Health. Les dépenses totales de santé par habitant en pourcentage du PIB par habitant. Imports. Le pourcentage des importations de biens et services par rapport au PIB. Income, le revenu net par personne. Inflation, le taux de croissance annuel du PIB total. Life expectancy, le nombre moyen d'années qu'un nouveau-né vivrait si les tendances de mortalité actuelles devaient rester les mêmes. Total fertility, le nombre d'enfants qui naîtraient pour chaque femme si les taux de fécondité par âge actuel devaient rester les mêmes. GDP per capita, ou GDPP, le PIB par habitant, calculé comme le PIB total divisé par la population totale. Alors, ces caractéristiques fournissent un aperçu essentiel des données socio-économiques et de santé de chaque pays. Jetons les bases de notre analyse approfondie pour identifier les pays les plus nécessiteux. Dans cette étape cruciale du processus d'analyse des données, nous effectuons plusieurs vérifications et manipulations pour garantir la qualité et la fiabilité de nos données. Jeu de données de petite taille. Nous disposons d'un ensemble de données comprenant 167 entrées et 10 variables, ce qui nous permet d'effectuer une analyse approfondie malgré sa taille relativement modeste. Aucune valeur en double. Nous avons vérifié la présence de valeurs en double dans notre ensemble de données et nous avons constaté
en avait aucune, ce qui garantit l'unicité de chaque entité. Aucune valeur manquante. Une inspection minutieuse révèle qu'il n'y a aucune valeur manquante dans nos données, ce qui nous dispense de la nécessité de traiter les données manquantes. Alors, ces vérifications initiales nous permettent de travailler avec des données propres et complètes, jetant ainsi les bases d'une analyse précise et fiable. On visualise maintenant de toutes les colonnes avec des graphiques boxplots et deskplots pour identifier la distribution des données et les valeurs aberrantes. Child March, la distribution de la variable décès d'enfants de moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes, présente une tendance inclinée à droite, avec quelques valeurs aberrantes observées sur le côté supérieur. Exports, ce qui concerne les exportations de biens et de services par habitant en pourcentage du PIB par habitant, la distribution semble être légèrement inclinée à droite, sans présence notable de valeurs aberrantes. Health, la distribution des dépenses totales de santé par habitant en pourcentage du PIB par habitant semble suivre approximativement une distribution normale avec une concentration des valeurs autour de la moyenne. Imports, en ce qui concerne les importations de biens et de services par habitant en pourcentage du PIB par habitant, la distribution montre une légère inclinaison à droite, mais globalement, elle semble également suivre une distribution normale. Continuons notre exploration des données avec les caractéristiques suivantes. Income. Cette distribution représente le revenu net par personne. Nous remarquons une répartition des données fortement inclinée vers la droite, ce qui suggère une concentration de revenus plus élevée dans certains pays. Inflation. Il s'agit du taux de croissance annuelle du PIB total. La distribution semble suivre une tendance normale avec une légère inclinaison à droite. Cependant, nous pouvons observer quelques valeurs aberrantes sur le côté droit de la distribution. Passons maintenant à l'examen des distributions pour les caractéristiques suivantes. Life expectancy. Cette distribution représente l'espérance de vie à la naissance. Nous observons une distribution relativement normale, centrée autour d'une valeur moyenne, avec une légère asymétrie à droite. Cela suggère une espérance de vie généralement élevée, avec quelques valeurs extrêmes sur le côté droit. Total fair. Il s'agit du nombre moyen d'enfants qu'une femme donnera naissance au cours de sa vie. Nous pouvons voir une distribution inclinée vers la gauche, ce qui indique une tendance à une fécondité plus faible dans la plupart des pays, avec quelques valeurs aberrantes à droite. Jetons un coup d'œil à la distribution des données pour la caractéristique GTPP. Alors GTPP, cette caractéristique représente le produit intérieur brut, PIB, par habitant. Nous pouvons observer une distribution fortement inclinée vers la droite, ce qui suggère une grande disparité économique entre les pays. Alors, la majorité des pays semblent avoir un PIB par habitant relativement faible, avec quelques pays présentant des valeurs très élevées, ce qui pourrait indiquer une économie plus développée. Alors, ces visualisations nous offrent un aperçu précieux de la répartition de nos données, nous permettant ainsi de mieux les interpréter et de prendre des décisions éclairées lors de notre analyse. La distribution des données du country n'est pas affichée car il s'agit de données textuelles et elle a le même nombre de valeurs uniques de la longueur du data frame. En examinant la distribution des données, nous pouvons constater que certaines caractéristiques ont effectivement des valeurs aberrantes. Dans le cadre de cette analyse, les valeurs aberrantes ne seront pas supprimées car ils pourraient être considérés comme très informatifs en ce sens qu'ils pourraient indiquer les pays en situation critique et ayant besoin d'aide. Par exemple, la mortalité infantile est un indicateur fort de la pauvreté et de la nécessité. Donc, les valeurs aberrantes dans cette caractéristique montrent qu'il y a des pays avec un nombre de mortalité infantile plus élevé que la normale ou critique. Les caractéristiques des pays économiquement défavorisés sont les suivantes. Le revenu par habitant du pays est très faible. Population élevée qui entraîne une non-disponibilité des ressources. Chômage en raison de ressources limitées. Faible relation entre la richesse et la santé. Faible richesse nationale qui entraîne un faible capital. Distribution inéquitable des richesses et des revenus. Manque d'aménagement éducatif adéquat et donc un illettrisme prévalent. Niveau de vie faible, aucune avancée technique, services de santé
médiocres associés à des taux de natalité et de mortalité élevés. Alors, la Fondation HELP doit cibler les pays qui présentent des caractéristiques ci-dessus. Nous allons maintenant visualiser les données et trouver les pays qui se trouvent aux extrêmes et au centre de chaque caractéristique pour indiquer les pays qui ont besoin d'aide. La matrice de corrélation nous donne un aperçu de la relation entre les différentes variables de notre ensemble de données. Les valeurs de corrélation peuvent varier de -1 à 1, où 1 indique une corrélation positive parfaite, -1 indique une corrélation négative parfaite, et 0 indique l'absence de corrélation. Plus la valeur absolue de la corrélation est proche de 1, plus la relation entre les deux variables est forte. De nombreuses caractéristiques présentent des relations entre elles. La mortalité infantile et l'espérance de vie présentent une forte corrélation négative avec une valeur de -0,99. Cela signifie que les pays avec une mortalité infantile élevée ont tendance à avoir une espérance de vie plus courte. La mortalité infantile et le PIB par habitant présentent également une forte corrélation négative, ce qui indique que les pays avec une mortalité infantile plus élevée ont tendance à avoir un PIB par habitant plus faible. D'autre part, le taux de fécondité totale présente une forte corrélation positive avec la mortalité infantile et une corrélation négative avec l'espérance de vie. Cela suggère que dans les pays où le taux de fécondité est plus élevé, la mortalité infantile est également plus élevée et l'espérance de vie est plus courte. La mortalité infantile et le PIB par habitant présentent une forte corrélation négative, comme indiqué par les valeurs précédentes. Cependant, cette corrélation est mise en évidence de manière plus claire ici, avec une valeur de -0,48. On peut également observer la corrélation positive entre le taux de fécondité totale et la mortalité infantile, ainsi qu'une corrélation négative avec l'espérance de vie, comme précédemment mentionné. En outre, l'exportation montre une corrélation positive modérée avec le PIB par habitant, ce qui suggère que les pays ayant des exportations plus importantes tendent à avoir un PIB par habitant plus élevé. Alors, cette visualisation aide à consolider notre compréhension des relations entre les variables et à identifier les tendances importantes qui pourraient influencer nos analyses et nos décisions. La section Feature Engineering résume le processus de catégorisation et de normalisation des caractéristiques du jeu de données. Voici ce qu'elle indique. 3 catégories principales de caractéristiques ont été identifiées pour faciliter l'analyse. Santé. Comprenant les variables liées à la santé comme la mortalité infantile, la santé, l'espérance de vie et le taux de fécondité totale. Commerce. Englobant les aspects commerciaux avec les variables d'importation et d'exportation. Finance. Couvrant les indicateurs financiers tels que le revenu par habitant, l'inflation et le PIB par habitant. En regroupant les caractéristiques en ces catégories thématiques, cela permet une analyse plus structurée et une compréhension approfondie des facteurs qui influent sur les développements ou le développement économique et social des pays étudiés. De plus, la normalisation des données est également cruciale pour garantir que les différentes échelles de mesure n'introduisent pas de bias dans les analyses ultérieures. Ce processus de normalisation permet de rendre les données comparables et de réduire les bias potentiels lors de l'analyse ultérieure. Ces tableaux permettent de visualiser comment les données ont été transformées pour être prêtes à être utilisées dans l'analyse ou la modélisation ultérieure. La catégorisation rend les données plus facilement interprétables ou utilisables dans certains algorithmes, tandis que la normalisation les rend comparables car le modèle d'apprentissage automatique ne comprend pas les unités des valeurs des caractéristiques. Elle traite l'entrée simplement comme un nombre, mais ne comprend pas la vraie signification de cette valeur. Ainsi, il devient nécessaire de mettre à l'échelle les données. Passons maintenant à la méthode de Principal Component Analysis ou PCA. Il s'agit d'une méthode de réduction de dimensionnalité qui est de préférence utilisée pour un problème d'apprentissage non supervisé qu'on va l'appliquer sur les données initiales et non pas les données catégorisées pour comparer les performances de modèles d'apprentissage supervisés et non supervisés sur les données catégorisées et les données après l'application de PCA. Avant de passer les données par une transformation PCA, la normalisation et la standardisation sont très importantes.
Standardisation de la colonne Health. La standardisation est le processus de mise à l'échelle des données pour qu'il ait une moyenne de 0 et un négatif de 1. Cette étape est réalisée pour la colonne Health afin de mettre toutes les variables sur la même échelle. Normalisation des autres colonnes. Alors la normalisation est un processus qui met toutes les variables sur une même échelle, souvent entre 0 et 1. Les autres colonnes sont normalisées pour éviter que certaines variables ne dominent pas les autres dans le processus de PCA. Les chiffres dans le tableau représentent les charges factorielles qui indiquent la corrélation entre chaque variable et chaque composante principale. Une charge élevée, positive ou négative, indique une forte corrélation entre la variable et la composante principale. Voici les valeurs de variance de chaque caractéristique présente dans l'ensemble de données. C'est une méthode très efficace où nous ajoutons les variances de toutes les caractéristiques de manière cumulative. Généralement, les valeurs propres avec plus de 95% de ratio de variance sont sélectionnées. Elles correspondent aux colonnes du data frame PCA généré. Dans ce cas, nous sélectionnons la valeur propre 3 car les étapes générées ont des variances significatives et donc les autres caractéristiques sont dominées par leurs variances. Ce graphique représente un nuage de points en 3D, connu sous le nom de 3D scatterplots. Des données après réduction de dimensions à l'aide de l'analyse en composantes principales, les axes de graphique correspondent aux trois premières composantes principales, c'est-à-dire PC1, PC2 et PC3, obtenues après la réduction de dimensions. Chaque point représente une observation dans l'espace tridimensionnel défini par ces trois composantes principales. La position de chaque point est déterminée par les valeurs des composantes principales correspondantes pour cette observation. Ce type de visualisation est utilisé pour comprendre la distribution des données dans un espace de dimension réduite après l'application de techniques de réduction de dimensions comme PCA. Apprentissage non supervisé, il s'agit d'un problème où la variable cible aux caractéristiques est inconnue. Les problèmes d'apprentissage non supervisé surviennent largement dans le domaine médical où de multiples mesures sont précises et les maladies sous-jacentes sont inconnues. Ainsi, la recherche de motifs à l'aide de techniques de visualisation ne fournit des informations sous-jacentes qui ne peuvent pas être comprises en regardant simplement les données tabulaires. Cependant, lorsque la taille des ensembles de données devient énorme avec trop de caractéristiques, la visualisation des données peut être une tâche fastidieuse à exécuter. Par conséquent, nous tournons vers une approche algorithmique. Le clustering GM est un algorithme probabiliste utilisé pour l'apprentissage non supervisé capable de gérer à la fois des caractéristiques numériques et catégorielles. C'est un algorithme polyvalent pour l'apprentissage non supervisé chargé d'identifier des clusters au sein des données en utilisant une approche probabiliste. Sélectionne aléatoirement des paramètres initiaux pour les clusters, attribue chaque point de données au cluster qui maximise la vraisemblance des données observées, met à jour les paramètres de chaque cluster en fonction des points de données qui lui sont attribués, répète ce processus jusqu'à ce que la convergence soit atteinte ou les paramètres ne changent plus de manière significative. Nous allons maintenant passer à la section modélisation et comparer les performances des deux ensembles de données, combinaison de caractéristiques santé, commerce, finance et données PCA. Nombre de clusters. Ce paramètre, c'est le nombre ou identifier le nombre de clusters dans lesquels les données seront partitionnées pour sélectionner une valeur appropriée pour cas. Nous utilisons deux méthodes statistiques, BIC, ou critères d'information bayésien. Cette méthode évalue la qualité d'ajustement d'un modèle aux données en pénalisant les modèles avec plus de paramètres. Le modèle avec la plus faible valeur de BIC est choisi comme nombre optimal de clusters. AIC, ou critères d'information DACIC. Similaire au BIC, alors l'AIC mesure également la qualité d'ajustement d'un modèle aux données, mais avec un terme de pénalisation différent pour le nombre de paramètres. Le modèle avec la plus faible valeur DIC est sélectionné comme nombre optimal de clusters. On choisit le nombre optimal de clusters à partir de la méthode BIC pour la combinaison de caractéristiques santé, commerce et finance.
Le graphique montre la variation du score BIC en fonction du nombre de clusters. L'encadré indique que le nombre optimal de clusters choisi est de 3, comme illustré par la flèche pointant vers le point le plus bas sur la courbe du score BIC. On choisit le nombre optimal de clusters, mais cette fois-ci à partir de la méthode AIC pour la combinaison de caractéristiques santé, commerce et finance. Le graphique montre la variation du score AIC en fonction du nombre de clusters. L'encadré indique que le nombre optimal de clusters choisi est de 3. Voici une visualisation en 3D des données après l'application de l'apprentissage non supervisé avec Gaussian Mixture Clustering. Les couleurs différentes indiquent les clusters auxquels chaque observation appartient, identifiées par l'algorithme de mélange gaussien. Nous vérifions à nouveau scatterplot du income et du taux de child morts par rapport aux clusters étiquetés pour confirmer les valeurs des clusters. Nous savons qu'un faible income et une forte child morts sont des signes d'un pays économiquement défavorisé. À partir du graphique précédent, nous pouvons conclure que 0 présente un aide nécessaire, 1 présente peut-être besoin d'aide, 2 présente pas besoin d'aide. Voilà la carte mondiale avec différentes couleurs pour représenter l'aide nécessaire par pays, générée à partir de l'apprentissage non supervisé avec Gaussian Mixture. Alors les pays sont colorés en fonction de leurs besoins potentiels d'aide. Les pays colorés en rouge indiquent qu'ils nécessitent probablement une aide. Ceux colorés en jaune peuvent avoir besoin d'aide. Les pays en vert sont ceux qui peuvent ne pas avoir besoin d'aide. On choisit le nombre optimal de clusters à partir de la méthode BRSI pour les données de PCA. Le graphique montre la variation du score BRSI en fonction du nombre de clusters. L'encadré indique que le nombre optimal de clusters choisi est de 3. On choisit le nombre optimal de clusters, mais cette fois-ci à partir de la méthode AIC pour les données PCA. Le graphique montre la variation du score AIC en fonction du nombre de clusters. L'encadré indique que le nombre optimal de clusters choisi est de 3. Voici une autre forme de visualisation en 3D des données après l'application de l'apprentissage non supervisé avec Gaussian Mixture Clustering. Les couleurs différentes indiquent les clusters auxquels chaque observation appartient, identifiées par l'algorithme de mélange gaussien. Nous vérifions un nouveau scatterplot du income et du taux de child morts par rapport aux clusters étiquetés pour confirmer les valeurs des clusters. Nous savons qu'un faible income et une forte child morts sont des signes d'un pays économiquement défavorisé. À partir du graphique précédent, nous pouvons conclure que 0 présent peut être besoin d'aide, 1 présent est nécessaire, 2 présent pas besoin d'aide. Voilà la carte mondiale générée à partir de l'apprentissage non supervisé avec Gaussian Mixture Clustering appliqué sur les données PCA. Alors les pays sont colorés en fonction de leurs besoins potentiels d'aide, comme on a déjà dit. Les pays colorés en rouge indiquent qu'ils nécessitent probablement d'une aide. Ceux colorés en jaune peuvent avoir besoin d'aide. Les pays en vert sont ceux qui peuvent ne pas avoir besoin d'aide. Les résultats de clustering sont sensibles à la distribution des données. On remarque une différence significative entre les clusters générés à partir de la combinaison directe des caractéristiques de santé, de commerce et de finance et ceux obtenus à partir des données réduites par PCA. Cette divergence suggère que les deux approches de clustering interprètent les données différemment, ce qui met en évidence l'importance de comprendre la nature des données et la méthode utilisée pour obtenir des clusters significatifs. Le modèle de l'apprentissage supervisé basé sur l'algorithme des cas plus proches voisins, ou KNN, est illustré dans le schéma. Cette approche peut être utilisée à la fois pour la classification et pour la régression. Pour notre cas, c'est-à-dire la classification, elle identifie la classe majoritaire parmi les cas voisins les plus proches d'un nouvel échantillon à classer. Les données d'entraînement pour le modèle d'apprentissage supervisé basé sur l'algorithme des cas plus proches voisins sont présentées ici. Alors, chaque ligne représente un exemple d'entraînement avec différentes caractéristiques telles que le taux de mortalité infantile, les exportations, la santé, le revenu, etc. Chaque exemple est également associé à une classe représentant le niveau d'aide nécessaire pour un pays donné. Ces données sont utilisées pour entraîner le modèle KNN à prédire la classe d'aide nécessaire pour de nouveaux pays en fonction de leurs caractéristiques. Passons à évaluer le modèle KNN après son entraînement. Explorons les différentes analyses et métriques utilisées pour évaluer l'efficacité d'un modèle d'apprentissage automatique. Alors, ce rapport de classification fournit des métriques telles que la précision, le rappel ou recall, le F1 score et le support pour l'ensemble de l'entraînement du modèle.
Elle montre les performances du modèle sur les différentes classes de sortie. Par exemple, la classe est nécessaire à une précision de 0,98, un rappel de 1 et un F1 score de 0,99. Ces métriques aident à évaluer la qualité de la prédiction du modèle pour chaque classe. Cette matrice de confusion pour l'ensemble d'entraînement montre la performance du modèle en termes de classification des données. Les valeurs diagonales représentent le nombre des prédictions correctes pour chaque classe, tandis que les valeurs non diagonales représentent les prédictions incorrectes. Une matrice de confusion bien équilibrée avec des valeurs élevées le long de la diagonale principale indique une bonne performance de classification du modèle. Le rapport de classification pour l'ensemble de tests fournit des informations sur la performance du modèle lorsqu'il est confronté de nouvelles données non vues auparavant. Les mesures de précision, de rappel et de F1 score donnent une indication de la capacité du modèle à classer correctement les données de test pour chaque classe. Une précision élevée indique que la plupart des prédictions positives sont correctes, tandis qu'un rappel élevé signifie que la plupart des vraies observations positives sont correctement prédites. Le F1 score est la moyenne harmonique entre la précision et le rappel, fournissant une mesure équilibrée de la performance du modèle, et en général, des valeurs élevées pour ces mesures indiquent une bonne performance de classification. La matrice de confusion pour le test donne un aperçu visuel de la performance du modèle en comparant les prédictions du modèle aux vraies étiquettes de classe dans l'ensemble de tests. Chaque colonne de la matrice représente le nombre d'observations dans une classe prédite par le modèle, tandis que chaque ligne représente le nombre d'observations dans une classe réelle de l'ensemble de tests. Les cellules diagonales de la matrice indiquent le nombre d'observations correctement classées pour chaque classe, tandis que les cellules non diagonales montrent les erreurs de classification. Une matrice de confusion bien équilibrée, avec des valeurs plus élevées sur la diagonale principale, indique une bonne performance de classification du modèle sur l'ensemble de tests. La mise en œuvre du modèle Flask est une étape cruciale pour déployer le modèle dans un environnement interactif. Dans cette capture d'écran, on peut voir une interface utilisateur qui utilise le modèle déployé via Flask. Il est important de noter que les entrées de l'utilisateur doivent être normalisées et standardisées pour être cohérentes avec les données sur lesquelles le modèle a été formé. L'utilisateur peut saisir les caractéristiques pertinentes et le modèle donne une prédiction quant à savoir si un pays a besoin d'aide ou non. Cela démontre comment le modèle peut être utilisé dans une application pratique pour prendre des décisions basées sur les prédictions du modèle.